Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, c'est un nouveau rendez-vous donc entre 9h et 10h chaque matin. Je suis avec vous, je vous écoute. Vous nous appelez, Manu est au standard 0826 300 300 pour réagir à tous les sujets qui vous interpellent. Alors, des sujets où vous pouvez rencontrer des problèmes, mais vous pouvez aussi apporter des solutions. Moi, j'ai bien aimé les trois auditrices sont des femmes qui ont appelé ce matin. Vanessa, Sandra et Carole. Les hommes peuvent appeler également et réagir sur notre sujet qu'on va aborder évidemment en cette rentrée. C'est l'école avec François-Xavier Cotin, Les Jardins de Mandela, c'est aux éditions Fayard, ce roman. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un roman, mais il faut bien lire entre les lignes, c'est un peu votre vie aussi, quoi, non ? C'est un roman vaguement autobiographique. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez été prof pendant 16 ans, dont une douzaine d'années en zone d'éducation prioritaire. Tout à fait. Et vous avez quitté l'éducation nationale, vous avez démissionné. Oui. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. C'est vraiment à cause de l'institution, déjà. Parce qu'on me dit souvent, depuis que j'ai démissionné, c'est à cause des élèves, ils étaient de plus en plus durs et tout ça. Ouais. Moi, je dis souvent, ça n'a jamais été les élèves le problème. Jamais. Ouais. Par contre, l'institution, les restrictions de moyens, l'état de délabrement à la fois de l'institution et du collège dans lequel j'exerçais, c'était devenu une catastrophe et je pouvais plus travailler dans ces conditions-là. Oui, alors expliquez, votre collège, il était où ? Il se situait où ? En banlieue de Caen, en réseau d'éducation prioritaire. Ouais. Voilà, un établissement qui a plus de 50 ans, qui attend sa réfection depuis à peu près 20 ans. Ouais. Alors, vous parliez juste avant du budget pour assainir la Seine. Oui, 1,4 milliard. Ouais. 1,4 milliard. Il faut 10 millions d'euros pour refaire le collège. Ouais. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais par rapport à 1,4 milliard. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce collège à ce niveau-là, quoi ? C'est-à-dire parce que moi je vois des collèges honnêtement, certains qui sont plutôt pas mal, qui ont été rénovés. Vous, le vôtre, il ne l'avait pas été. Non. Pourquoi alors ? Qui l'avait dégradé ? Non, mais c'est ça, non ? C'est le temps. Le temps qui l'a dégradé, Ouais. surtout quand on laisse un bâtiment sans y retoucher ou presque pendant 50 ans, vous voyez bien ce que ça peut donner. Ouais. Donc le temps, il y a les canalisations en dessous du collège, par exemple, c'est une catastrophe. Les agents qui sont là-bas attendent l'hiver avec impatience parce que quand c'est l'hiver, ça gèle, ça fait des stalactites et ça arrête les coupures d'eau. Ah bon ? Ça en est là. Ça en était là. C'est vrai. C'est vrai, véridique. Ouais. Donc bon. Travailler dans ces conditions-là et voir les élèves qui régulièrement ont plus de chauffage, font cours dans des salles à 13 degrés l'hiver. Voilà, c'était devenu pour moi trop douloureux d'observer ça et de participer à ça. De participer en fait à ça. Alors que et l'institution, elle ne réagissait pas parce que vous dites je suis parti contre l'institution. Ouais. C'est ça, quoi. Donc contre le ministère de l'Éducation nationale. Quoi. Oui, alors en partie. Alors je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais vous avez dit de parler vrai. On va parler vrai. Non mais c'est la vérité en face, cette émission. Donc non mais c'est vrai. Mais c'est à la fois bien sûr les budgets de l'Éducation nationale. Il y a eu beaucoup d'économies de fait ces dernières années là-dessus, et puis même au niveau des collectivités locales, parce que les collèges, c'est la compétence du département. Ouais. Donc c'est aussi des choix qui sont opérés, mais les collectivités locales, c'est pareil, leur budget se retrouve restreint régulièrement. Pourtant, ils ont mis beaucoup d'argent ces dernières années dans la rénovation des collèges. Oui, faut croire dans les lycées aussi. Oui, alors l'argent arrive toujours après dans les zones d'éducation prioritaire. Ça, c'est pas nouveau. Mais bon, il y a beaucoup d'établissements qui sont délabrés. Il n'y a pas qu'en éducation prioritaire. Ouais. Et puis les heures. Alors je ne sais pas si ça a été votre cas ou pas, mais parce que vous parlez d'un prof donc qui a moins d'heures au fil des années, on lui dit là on va supprimer quelques heures, c'est toi qui vas, désolé mais t'en auras moins, etc. Parce que alors on a du mal à comprendre d'ailleurs, c'était un prof titulaire mais qui finalement n'avait pas toutes ses heures, quoi. Oui, alors en fait quand on est dans l'éducation nationale et qu'on est titulaire, on a une quotité d'heures, on a 18 heures devant élèves à réaliser chaque semaine, et quand il y a des restrictions de budget, qu'il y a des fermetures de classe, le dernier arrivé dans chaque matière voit sa quantité de service réduite. C'est-à-dire qu'il y a moins besoin d'heures de français, c'est le petit dernier qui a moins d'heures dans ce collège-là. Mais il peut aller en faire ailleurs, être envoyé en complément de service ailleurs. Sauf que ailleurs, ça peut vouloir dire, par exemple, quand un prof est là depuis 20 ans et qu'il a choisi d'avoir sa mutation dans ce collège-là, ça se passe avec des points. Les points, c'est tous les ans, etc. C'est compliqué d'avoir un collège. Et on lui dit, en fait, nouvelle règle, tu vas aller ailleurs. T'as beau avoir acheté ta maison là, inscrit tes enfants à l'école, tu vas partir ailleurs.
Bon, et les profs eux-mêmes, parce que parfois, certains disent aussi que les profs ne sont pas exempts de reproches. Il y a par exemple une prof de français au collège, Cécile Chabot, qui a déclaré hier ou ce week-end, dans un média, que l'école est aussi malade de ses professeurs. Tiens, on va l'écouter. Moi, je voudrais qu'il y ait des professeurs, mais qu'il y ait des bons professeurs. Il faudrait qu'il y ait un gros coup de pied dans la fourmilière, parce que l'école est aussi malade de ses professeurs. Je vais me faire taper sur les doigts par certains collègues, mais enfin, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, les parents le savent, les élèves le savent, les élites le savent, les professeurs le savent. Il y a des professeurs qui ne sont pas à leur place dans l'éducation nationale et qui sacrifient les enfants. Alors, au mieux, ils sont fumistes, au pire, ils n'aiment pas les enfants, ils n'aiment pas leur métier et ils sont là uniquement pour profiter de leur statut de fonctionnaire. Ça c'est dur, pour profiter de leur statut de fonctionnaire. C'est vrai aussi, il faut se dire les choses, François-Xavier Cotin, qu'on s'engage quand on est jeune pour être prof, par exemple, parce qu'on ne sait pas. Il y a ceux qui ont la vocation, qui ont la foi. Bien d'autres, ils savent pas que faire et ils vont effectivement dans ce secteur. Et puis c'est peut-être pas leur vocation justement, quoi, non? Oui, alors j'ai du mal à m'en remettre quand même, parce que c'est une violence incroyable. C'est dur, oui, bien sûr. Ouais, c'est dur, et puis c'est mensonger parce que ça prend un épiphénomène. Attendez, c'est mensonger. Ça, c'est mensonger. Surtout les profs. Non, mais c'est pas pour se faire. Mais il faut se dire les choses, quoi. Disons-nous les choses. J'ai été dans l'éducation nationale 18 ans, 16 ans en tant que professeur. Au début, j'ai été remplaçant. Je suis allé de collège en collège et même de lycée en lycée. Des professeurs tels que décrits là. Oui, j'en ai croisé. Pas beaucoup, très peu. Beaucoup, mais vraiment, ça suffit pas à dire que l'éducation nationale est malade. Voilà. C'est comme chez les journalistes, j'imagine. Il y en a qui sont plus ou moins bons. Aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas ça, principalement. Et là, à partir du moment où on parle de sacrifier des enfants, d'être malade, c'est comme si c'était un virus. Pas exagéré non plus. L'avantage, c'est que ma trajectoire, en tout cas, et puis ce qui est raconté dans le roman, ça permet de voir que si c'était si confortable, les gens resteraient. Et puis il n'y aurait pas de pénurie d'enseignants comme il y en a depuis plusieurs années. Oui, parce que là, on va même jusqu'à faire du job dating pour recruter. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans un instant, et on va revenir sur tout ce que vous racontez. Ce que vous pensez aussi de l'uniforme dans une centaine de collèges. Vous avez vu, il y a cette expérimentation, les téléphones portables dans les casiers, la pause numérique. Oui, ça c'est quand même logique, normal, mais c'est pas simple à appliquer, évidemment. On voit ça ensemble, et puis j'aimerais bien que vous réagissiez, vous. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal que les téléphones portables soient bannis, évidemment, des classes? Est-ce qu'il faut des uniformes à l'école? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que vous avez des souvenirs aussi des profs? Est-ce qu'on ne met pas suffisamment, comme le racontait François-Xavier Cotin à l'instant, de moyens pour rénover aussi les écoles? 0826 300 300, la vérité en face. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. On le dit souvent. Évidemment, c'est fondamental les premières années. Les jeunes, qu'ils soient formés à l'école, qu'ils soient intéressés par l'éducation nationale, donc par apprendre un métier derrière, apprendre un savoir. Les métiers, ça vient après, bien sûr, dans un second temps, et c'est capital parce que sinon, on voit des jeunes à la dérive. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça en fait partie. François-Xavier Cotin, vous, je le rappelle, vous avez été professeur pendant 16 ans, 12 ans notamment dans une zone d'éducation prioritaire, et vous avez démissionné. Pour ceux qui nous rejoignent d'ailleurs tout à l'heure, on le redit, pourquoi vous avez démissionné, ceux qui ne vous ont pas entendu tout à l'heure, parce que vous en aviez un petit peu ras-le-bol de l'institution. Ouais, voilà, pas un petit peu, complètement. Ras-le-bol. Je la trouve maltraitante, l'institution, et puis beaucoup de travail pour absolument aucune reconnaissance. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est dit ce week-end sur certains profs qui sont la maladie de l'institution, etc. Et vraiment la critique des fonctionnaires. En tant que fonctionnaire, quand on entend ça pendant 16 ans, ça fait partie justement. Feignant de fonctionnaires, machin, alors qu'on compte pas nos heures, qu'on bosse pendant les vacances, le week-end, le soir. Depuis que j'ai démissionné, je travaille beaucoup moins et je gagne mieux ma vie. Ah oui, on travaille beaucoup quand on est prof. C'est pas l'idée répandue auprès de certains, bien sûr. Mais bien sûr, mais moi je peux le dire d'autant plus facilement que je ne suis plus enseignant maintenant.
Ouais. C'est facile de démissionner, entre guillemets, de l'éducation nationale. Non, vous avez la quarantaine, je ne veux pas dévoiler votre âge, mais à peu près. Hein, à peu près, on va dire à peu près. Non, alors c'est difficile. L'éducation nationale laisse de moins en moins partir les professeurs parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et en même temps, elle les retient pas. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais ce qui est difficile, c'est-à-dire que vous, on ne vous a pas retenu. On vous a dit, bah, si tu veux partir. Très exactement, 6 mois avant de démissionner. Casse-toi, mais. J'aurais préféré qu'on me le dise comme ça aurait été plus honnête. Plus exactement, 6 mois avant de démissionner, je ne savais pas que je démissionnerais. J'allais mal dans mon métier. J'ai été reçu par une infirmière du professionnel au rectorat. À qui j'ai avoué ma détresse, j'ai demandé des solutions et qui m'a envoyé vers la RH pour partir. Voilà. La solution, j'allais mal, on va vous aider à partir. Alors que moi je voulais rester. En fait, à la base. Dans Les Jardins de Mandela, aux éditions Fayard, qui est un roman, mais qui est quand même fortement inspiré effectivement de ça. Il y a aussi, parce que vous accusez un peu l'institution, mais finalement quand même le proviseur adjoint, enfin il y a une certaine Liliane et tout, elle est à votre écoute tout de même, non? Ah oui, mais bien sûr, mais c'est des gens qui sont à l'écoute. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent beaucoup. Hein. Mais ils ne peuvent pas agir, quoi. Alors ils peuvent pas ou ils le souhaitent pas. On dit souvent que c'est l'armée la grande muette, mais on devrait dire pareil de l'éducation nationale. Hein. Il y a un hashtag qui s'était répandu il y a quelques années qui était le hashtag pas de vague. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on met tout sous le tapis parce qu'il faut pas que ça se sache. Mais les gens sont malheureux dans l'éducation nationale. Les AESH sont payés au lance-pierre, les assistants d'éducation, c'est une catastrophe, les professeurs, n'en parlons pas, ils vont mal. Est-ce que l'un des problèmes majeurs dans l'éducation nationale, c'est justement le salaire ? Est-ce que ça en fait partie? Ça en fait partie. Je parlais de la reconnaissance tout à l'heure. Ça fait partie. De 1800 à 2500 euros, 3000 après au bout de quelques années. Mais je suis parti il y a 2 ans, donc je sais que dans l'intervalle il y a eu une revalorisation. Vous étiez à peu près à combien? À temps plein. On se dit tout, parce que c'est la vérité. Bien sûr, pas de problème. Au bout de ça faisait 18 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale. J'étais à 1800 euros net avec bac plus 5. Enfin, l'équivalent de bac plus 5 pour mon compte. Bon. Voilà. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez cherché des compléments un peu de salaire que vous avez écrit. Tout à fait, parce que mon service, comme je vous l'expliquais, il y a moins d'heures, était réduit. Et petit à petit 80%, et puis 61%. Et qu'est-ce que je fais par rapport à mon projet familial? Est-ce que je déménage? Tout ça. Enfin, c'était beaucoup d'incertitudes, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais en pleine réflexion là-dessus quand on m'a dit on va vous aider à partir. Donc j'ai dit soit. Et d'ailleurs, alors comme vous, mais peut-être pour des raisons différentes. Vous, je rappelle, vous étiez en Normandie, dans la banlieue en fait de Caen, dans la périphérie en fait de Caen. Hein. Il y a surtout un phénomène qui est très présent en région parisienne, où on a du mal à recruter. C'est pas qu'en région parisienne, mais beaucoup en région parisienne. Et certains des recrutés, ils abandonnent au bout de quelques semaines en fait. Certains. Vous comprenez ça? Bien sûr. Évidemment, parce que ceux dont vous parlez. C'est globalement ceux qui n'ont pas passé le concours, qui n'ont pas eu la formation en amont. Quand on arrive en éducation prioritaire, moi j'y suis resté, j'ai demandé à y rester parce que j'adorais le public de l'éducation prioritaire. C'est des jeunes qui ont beaucoup de besoins et que voilà, on sait pourquoi on est là, on est utile, je me sentais utile. Et contrairement à ce qu'on dit, ils sont super. Voilà, faut pas en avoir peur. Mais j'étais content d'avoir été formé correctement. Si on arrive devant une classe d'éducation prioritaire en ayant eu, comme vous dites, un job dating de 4 jours, ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. On vous jette dans la fosse au lion. Enfin, il faut de la formation, il faut de l'accompagnement. Ça se fait pas. Certains disent, tout le monde peut pas être prof. Et on fait de la garderie, mais la garderie c'est chaud quand même. C'est compliqué parce que vous décrivez quelques scènes dès le début de votre livre, etc. où il y a plus que des plaisanteries douteuses. Enfin, ils sont durs quand même, les élèves. Ils sont durs, mais une fois de plus, il y a la façon de les prendre et ça peut bien se passer aussi parce que ils sont durs, mais ils ont énormément de ressources aussi et de choses à nous apporter si on leur laisse l'opportunité. Donc on s'y retrouve, mais il faut y être préparé. Et la plupart du temps, quand j'entends des gens critiquer les enseignants, c'est assez drôle parce que je leur dis faites-le. La plupart répondent moi je pourrais jamais. Alors faudrait savoir si c'est si facile. Quel est le problème, notamment alors vous étiez dans une zone d'éducation prioritaire. Est-ce que c'est le nombre d'élèves
par classe, même s'il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années quand même. Non ? Ah, si vous le dites. Moi, j'en ai pas écoutez, vu, moi, j'ai regardé un petit peu les statistiques. On dit qu'il y a des efforts. Et alors, il y a du dédoublement, notamment, alors c'est vrai, en primaire. Ensuite, dans certains collèges, aussi dans zone prioritaire, il y a un peu moins d'élèves, normalement, par classe. Non. Alors, c'est des effets d'annonce, mais vous voyez, la réalité du terrain, bon, pour être avec vous, je rate la rentrée de mes enfants, c'est pas grave, je vous en veux pas. Ouais. Mais, on vous en remercie, puis on les salue. On les salue. Ouais. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ils accueillent le même nombre d'élèves cette année, il y a une classe qui saute. Voilà. Ouais, et donc ma fille qui a 5 ans, on a appris d'un coup de fil de la maîtresse samedi, parce que il travaille le week-end, que finalement la classe prévue ne serait pas la sienne, que la maîtresse qu'elle connaissait ne serait pas la sienne, et parce qu'ils avaient été prévenus la veille, le vendredi pour le lundi. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous pensez des mesures là, uniformes dans une centaine de collèges, le téléphone portable dans les casiers, hein, ça fait partie des mesures, j'allais dire spectaculaires, quoi. Mais c'est utile ou pas selon vous? Finalement, j'écoutais un petit peu ce qu'ils disaient tout à l'heure. Tout à l'heure sur le sujet. Il y a une auditrice qui a bien résumé en disant, en fait, ça se faisait déjà quand mon fils de 18 ans était au collège. Ouais. Oui, ça se fait. C'est juste que c'est pas forcément mis dans des casiers, etc. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser. S'ils l'utilisent, il peut être confisqué. Et voilà, on n'en parle pas. Moi, je parlais avec un chef d'établissement juste avant de venir. Et il me disait, mais nous, on n'a pas le budget même pour les casiers spécifiques pour ça. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve 4 à 6 000 euros pour mettre des téléphones dans les casiers, alors que pour l'instant c'est dans leur sac et que ça nous pose pas de problème. C'est évidemment qu'il faut pas de portable au collège, mais c'est depuis plusieurs années, c'est dans la loi. Ouais. Voilà. Comment vous faisiez, vous, avec des élèves qui avaient leur portable et qui étaient sur leur portable au collège, comme un peu, moi je suis sur mon portable à la radio. Tiens, voilà. J'allais dire, après on donne des leçons, mais on est mal placé parfois. Quand vous regardez dans les restaurants, les gens qui dînent ou déjeunent ensemble et qui ne se regardent pas, qui ne dialoguent pas, mais qui sont chacun en train de pianoter sur leur téléphone. Tout à fait. C'est une parenthèse. Mais moi, je mets au défi les adultes qui sont vent debout contre ça, de tenir 8 heures au travail sans regarder leur téléphone, comme le font tous les collégiens. Ouais. Oui, mais normalement, justement, quand on est collégien, on doit être là en classe, concentré pour apprendre. C'est pour ironiser, provoquer un peu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, on constatait qu'ils les utilisaient pas. Et le cas échéant, s'ils l'utilisaient, ils étaient sanctionnés. Voilà. Et la pire des sanctions étant la confiscation du téléphone. Et là, c'est le pire pour eux. Alors, dans les mesures, là, ce matin, on avait un syndicaliste qui était avec nous, Jean-Rémy Girard, qui est du SNALC, qui disait, on n'a pas de ministre pour la rentrée, c'est du jamais vu, il y a des postes vacants, alors on fait comment on peut. Et il dit, avec toutes ces mesures qu'on lance, etc., on construit des usines à gaz. Tiens. Autre nouveauté, en 6e et 5e, ces fameux groupes de besoin. Mais ça a toujours existé, le soutien. Oui, alors moi j'en ai fait, jusqu'à ce qu'on supprime les heures que je faisais. Mais effectivement, c'est toujours faire et défaire. Oui. Là, en fait, le problème, c'est qu'on a construit une usine à gaz absolument monstrueuse pour finalement pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on essaye d'aligner toutes les heures de cours en 6e et en 5e de français et de mathématiques. Et on est censé se passer les élèves de professeur en professeur en cours de l'année. Donc c'est assez déstructuré. C'est-à-dire vous pouvez passer 5 semaines avec monsieur machin et puis ensuite 6 semaines avec madame bidule, ce qui fait qu'en fait les professeurs de français et de mathématiques n'ont plus de classe. Oui, alors ça c'est évidemment, il était avec Jean-Jacques Bourdin ce matin dans la matinale. C'est des groupes. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, une fois de plus, moi je suis parti vous êtes sorti, mais je me suis un peu renseigné avant de venir. Bien sûr. Donc l'idée c'est de faire en sorte que les élèves puissent passer d'un groupe à l'autre en fonction de leur évolution. C'est-à-dire s'ils progressent, ils vont dans un meilleur groupe, etc. Il y a des expérimentations. Sur le papier, c'est pas mal. Mais il y a des expérimentations qui ont été faites et qui ont été concluantes là-dessus, par exemple en Finlande ou à Singapour. Mais la petite différence, je dis la petite, évidemment c'est ironique, c'est que ça s'est préparé plusieurs années en amont, plusieurs années de formation des enseignants, des équipes pour les stabiliser, pour qu'elles apprennent à travailler ensemble, et ça se fait, il faut 4 professeurs pour 80 élèves, 20 élèves par classe. On en est très loin. Très très loin. Donc ce qu'ils font là, ce qui est mis en place, ça va pénaliser tout le monde, ça ne servira à rien, ce sera un échec, et au bout d'un moment, ils vont arrêter ça, mais en attendant, les élèves qui font leur rentrée en 6e, vont être carrément perturbés par cette nouvelle organisation. Si vous regardez un emploi du temps d'élèves qui arrivent en 6e, cette année, c'est une catastrophe.
Là, il arrive, il n'a pas de repère, il comprend pas. Alors là, j'ai à la fois ça, je sais pas, j'ai plusieurs profs de français, plusieurs profs de maths, enfin, c'est déjà pas rien d'arriver en 6e. Non, mais arriver en 6e, on est perdu, bien sûr. Bien sûr. Alors, si en plus il y a cette complexité, c'est dingue quand même, parce qu'on dit qu'il faut simplifier les choses depuis des années, et ce n'est pas si compliqué que ça à la base. Ouais, il faut quelques matières, bien les enseigner, prendre quelques options, et puis en avant, quoi, avec du personnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 0826 300 300. Est-ce que ça marche sur la tête, comme je le disais beaucoup l'année dernière et depuis des années, ou pas? La vérité en face. En tout cas, on va en profondeur des sujets et j'attends vos appels 0826 300 300 pour dialoguer aussi. Vous pouvez poser vos questions à François-Xavier Cotin, prof démissionnaire, qui dit tout, évidemment, parce qu'on se dit tout sur Sud Radio. Avant de retrouver tout à l'heure aussi à 10h, Valérie Expert, qui effectue sa rentrée des classes aussi avec Gilles Gansman. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, c'est votre nouveau rendez-vous, 9h, 10h. Vous avez bien sûr la parole pour réagir à des sujets de fond qui traversent notre société. Ce matin, c'est l'école, en cette rentrée avec François-Xavier Cotin, Les Jardins de Mandela. C'est un roman aux éditions Fayard. Je vous invite à le lire parce que on plonge dans l'école, même si évidemment c'est un peu romancé, fictionné, mais c'est quand même beaucoup, c'était votre réalité, vous qui avez démissionné. Oui, bien sûr. Et puis j'ai eu à cœur de situer l'action dans un établissement que j'ai inventé, mais qui se situe en éducation prioritaire, et qui me permet de faire une espèce de compilation de galeries de personnages que j'ai croisés au cours de mes 12 années. Qui est bien, de mes 12 années. Alors des personnages hauts en couleur. Vous parliez tout à l'heure des fois d'incidents, d'accrochages avec des élèves, mais oui, ils sont spontanés, mais ils ont aussi énormément de ressources et ils sont beaux à accompagner, ils sont beaux à écouter. Et quand il y a un vrai projet, c'est ce qu'on voit dans votre livre, quand il y a un vrai projet, ça marche, ils peuvent se retrouver autour d'un projet. Exactement, ça s'appelle Les Jardins de Mandela, c'est parce que la thématique centrale, c'est aussi un club nature qui a planté des arbres, des fruits, des légumes et qui va voir ce projet mis à mal par une idée de bétonisation de leur jardin et effectivement, on voit que ça fait sens pour les élèves de se mobiliser autour d'un projet comme celui-là. Oui, complètement. Alors ça, c'est la deuxième partie de votre livre. Dans la première, on est vraiment en classe avec vous et puis on voit votre quotidien. Romina et Hervé sont avec nous au 0826 300 300 et peut-être d'autres auditeurs qui veulent réagir à ce qui vient d'être dit. On va commencer par Romina de Vic en Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué de parents d'élèves, je crois. Vous avez entendu François-Xavier Cotin. Oui. Ça vous parle justement ce qu'il disait tout à l'heure, quoi. Il dit oui que finalement l'institution abandonne un peu et donc derrière les politiques abandonne un peu l'école. Ben moi je ne fais que ça. J'essaie de ramener toujours du lien. Nous, ici en milieu rural, essayer de faire le lien mairie-école. On a très peu de rencontres avec les communautés de communes parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien malheureux, c'est que les mairies sont dépossédées puisque ce sont les communautés de communes qui ont récupéré les compétences. Donc les maires sont rares dans les conseils d'école. Ouais. Donc on a notre premier interlocuteur, ça reste le maire. On sait très bien que les Français sont attachés à leur maire. Donc quand il y a un souci, on a tendance à aller vers le maire. Mais le maire ne sait plus ce qui concerne l'école. Et bien de nombreuses fois, oui, j'ai essayé de solliciter, j'ai demandé des rencontres à chaque trimestre avec le président de la communauté de communes pour qu'on puisse avancer, puisqu'il manque des budgets effectivement. Mais quand on a la chance d'avoir des enseignants qui veulent faire sortir les enfants de l'école, leur faire découvrir des choses, on a besoin de ces budgets. Alors, on a besoin d'être accompagnés. Alors de temps en temps ils le font, mais il manque le financement, ça c'est sûr. Et puis les enseignants ne les écoutent pas. Moi j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est que c'est cloisonné. C'est-à-dire les enseignants ne les écoutent pas. Non, ce sont les politiques qui n'écoutent pas les enseignants, c'est ce que vous voulez dire plutôt, non? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que quand ils ont des demandes à faire, c'est compliqué pour eux, vraiment. Je trouve qu'ils ne sont pas entendus. Oui, ils ne sont pas entendus. Est-ce qu'ils sont toujours motivés? Ou est-ce que, un peu comme François-Xavier Cotin, ils se démotivent au fil du temps aussi, quoi? Je ne crois pas, parce que, vous savez, c'est une profession, je crois qu'ils ont ça chevillé au corps quand même. Oui. Ça reste une vocation. Je crois que pour la majorité d'entre eux, ça n'est pas le cas. Bon, vous, c'est en primaire, là, vous parlez plutôt pour ce qu'on appelle les instituts. Oui, moi, je suis déléguée des parents d'élèves en primaire. En primaire, quoi. Bon. Et le principal problème pour vous, c'est quoi, alors?
Mais le manque de budget, on ne les aide pas et puis on ne les écoute pas. Et quand on fait des travaux, puisque les enseignants hors classe le font, là il y avait le projet NEF, etc. Donc ils proposent des budgets et en fait rien n'aboutit, si vous voulez. Donc on a l'impression que quand les enseignants se mettent au travail et qu'il y a un lien, qu'on se met au boulot avec les parents d'élèves, on dirait presque que ça les ennuie. Ouais. Voilà. Ouais. Bon merci Romina, ça rejoint ce que vous disiez, François-Xavier. Oui, Cotin, tout à fait, ça rejoint exactement ce que je disais. Alors, juste une précision par rapport à ce que vous disiez, des enseignants démotivés, et vous parliez de moi. Moi, je suis parti justement en me disant, je pars avant de ne plus être motivé. Mais c'est ça. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bout et jusqu'à mon dernier cours, j'avais le feu sacré parce que je me disais, je dois ça aux élèves. Ils y sont pour rien et moi, je dois me battre pour garder cette motivation-là. J'ai l'impression aussi, à vous lire aussi, que quelque part, vous disiez, est-ce que je serai là encore dans 20 ans, 25 ans à quémander un petit peu pour l'éducation nationale? Ma situation moi-même ne va pas évoluer non plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais il faut se dire les choses. Évidemment. Parce qu'il y avait le statut protecteur qui était très recherché. Un prof, il y a 30 ans, 40 ans, mais c'était un notable dans la ville. Mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bien sûr. Moi, effectivement, on voyait les professeurs, quand moi j'étais élève, il y avait un vrai statut et il y avait une reconnaissance qui était financière, mais qui était aussi sociétale. Oui. Hervé est avec nous aussi, professeur d'histoire à la retraite d'Antony en région parisienne. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est votre émission aussi, vous le savez, vous pouvez intervenir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que on a laissé un peu tomber l'école, ou est-ce que finalement on met des moyens, mais c'était dans un panier percé? Écoutez, moi, en fait, ce que je trouve, c'est que ce n'est pas qu'une question de moyens. Ouais. Il y a le problème, le véritable problème, si vous voulez, c'est le problème idéologique en définitive, qui n'est pas abordé par votre romancier et professeur, mais que j'adhère totalement à son discours et qui est très structuré et qui ne décrit que la réalité. Simplement, si vous voulez, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'est-ce que la France, qu'est-ce qu'une nation, et c'est le désir de vivre, de continuer un bout de chemin en commun. À partir du moment où on a un président qui nomme Papienda et qui veut tout détruire, ensuite qui nomme Attal, qui fait quelque chose de bien, mais qui revient sur Belloubet, qui ne comprend rien à rien et qui ne comprend pas, qui a une idéologie, on peut le dire, socialiste, si vous voulez, et qui consiste à tout mélanger et surtout ne pas donner des contenus. À partir de là, si vous voulez, ça part dans tous les sens. Et ce qui fait le malaise que l'on ressent, bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de moyens, qu'une question matérielle. Et c'est là le faire entendre aux syndicats, c'est très difficile, bien évidemment. Et donc le problème, il est en fait idéologique. Et le problème, c'est que ça se trouve au haut niveau de l'État. Comme la France ne les intéresse plus véritablement, ils laissent tomber aussi l'éducation nationale. C'est un autre facteur, quoi. Ce que vous dites, ce que vous décrivez, évidemment aussi. Hervé, merci François-Xavier Cotin. Je rappelle le titre de votre livre, Les Jardins de Mandela. C'est un roman, mais ça ressemble beaucoup ici, évidemment, à la réalité, la vérité en face que vous êtes venu ce matin nous raconter dans cette nouvelle émission, ce nouveau rendez-vous. On va se retrouver demain. Dans un instant, c'est Gilles Gansman et Valérie Expert, 10h midi, les médias et puis les débats. Mettez-vous d'accord. Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va? Votre premier invité ce matin, c'est Mathieu Lartaud, c'est les Jeux paralympiques, évidemment. C'est le sport. C'est le sport, bien sûr, qui rayonne. Et voilà, et Mathieu Lartaud rayonne sur France Télévisions. C'est un peu l'étoile de ces Paralympiques. Bon, bien sûr. Tiens, à propos de sport, je fais juste une parenthèse, mais vous ratez pas. 20h, 21h chaque soir sur Sud Radio. Parlons vrai, parlons de sport. Bien sûr, les vraies voix du sport. Rugby, bien sûr. Lundi et vendredi. Et le football. Maintenant, mardi, mercredi, jeudi. Allez, Valérie Expert et Gilles Gansman dans un instant.